Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Comme tous les dimanches soirs, je te fais une analyse d'une startup en cours de levée de fonds en France sur notamment un site de crowd equity, un site de crowdfunding pour de l'equity. Et ce soir, je vais donc te parler de Kiddle qui est en levée de fonds sur Anaxago et qui vient de se lancer et qui fait déjà un petit peu parler de lui, un projet effectivement qui a l'air assez sympa. Je vais donc comme d'habitude l'analyser avec mes critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos, aucune de mes analyses et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc ici sur le site d'Anaxago, anaxago.com, sur la page de la startup Kiddle, qui est donc en cours de levée de fonds, qui viennent de se lancer. Ils cherchent 800 000 euros visiblement, et donc c'est à partir de 2 000 euros. Je vais donc analyser cette startup avec mes critères d'investissement gagnants, mes 7 critères d'investissement: l'équipe, l'unfair advantage, le marché, la scalabilité, les effets d'échelle, la monétisation, la marge, la valorisation. Comme d'habitude, si tu veux plus de détails sur ces critères d'investissement, tu peux les télécharger en description de cette vidéo. Des critères, enfin je les explique de façon un peu plus conséquente en quelques pages, etc., etc. Là, tu vas me voir les utiliser en direct. Alors, Kiddle, qu'est-ce que c'est avant de commencer? Donc il y a une petite vidéo de présentation qui dure 4 minutes que tu peux aller voir. L'idée, c'est très simple. C'est une application qui se met sur ton téléphone et tous les soirs à 19 h ou à 20 h, tu as un quiz qui a lieu en direct avec en même temps que d'autres joueurs où tu peux gagner de l'argent. Donc tu peux gagner jusqu'à 1 000 euros. C'est gratuit de participer, de jouer. C'est vraiment comme un jeu télé, comme un jeu télévisé, mais pour tout le monde sur son portable. Donc on sait que les gens adorent les jeux télévisés, et les gens adorent effectivement également jouer sur leur téléphone, tenter de gagner de l'argent gratuitement, c'est plutôt cool. C'est une suite de petites questions. Donc là tu vois, je vois quelle ville est connue pour ses arbres écologiques artificiels: Singapour, New York, Paris ou Londres. Et si tu as quelques secondes pour répondre, si tu réponds correctement, tu passes à la question suivante. Et si tu as répondu tout bon aux 15-20 questions, à la fin tu gagnes de l'argent. Donc c'est assez sympa, c'est animé en direct par un animateur vidéo, donc c'est pas très compliqué pour la société à gérer et ça fonctionne très fort. Alors ils sont pas du tout les seuls, c'est ça que je voulais te dire avant de commencer. En fait ils sont inspirés d'une boîte américaine qui s'appelle HQ Trivia, qui est beaucoup plus grosse aux US, qui est énorme. Il y a des centaines de milliers de joueurs et même en France ils sont pas les seuls, il y en a au moins 3 ou 4 différentes. Une des plus connues concurrentes étant Flashbreak, dont tu as peut-être entendu parler, qui est une des plus grosses, et donc Kiddle est une autre des plus grosses. Voilà un petit peu pour comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce que du fonctionnement, déjà qu'est-ce qu'on peut tirer comme critère immédiatement? Eh bien tout de suite on peut voir qu'il y a évidemment énormément de scalabilité, d'effets d'échelle, puisque c'est une seule application, mais qui peut être utilisée par des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de personnes, sans avoir à payer plus cher quoi que ce soit. L'application ça reste la même, l'animateur ça reste un seul animateur qui filme, et ça reste des questions, donc ça coûte pas grand chose. Ça peut être diffusé à la masse très facilement, ça on le voit de façon assez automatique. Alors la monétisation et la marge, on va y revenir parce qu'on ne sait pas forcément comment ils gagnent de l'argent, puisque c'est une application gratuite et qu'ils font même gagner de l'argent aux gens. Mais en tout cas, la scalabilité, il n'y a pas de problème. Ensuite, alors le marché, c'est un petit peu particulier parce que c'est un marché en gros complètement nouveau qui n'existait pas. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il y a de l'engouement. C'est un marché qui se développe. Et donc, pour cette raison, moi, je mets dans un premier temps un point positif. Parce que effectivement, il y a de plus en plus de gens qui utilisent cette application. Ils ont de la croissance sur le nombre d'utilisateurs. Bien sûr, les gens adorent les jeux télévisés. Là, il y a l'équipe, on va y revenir. Mais je pense que, voilà, eux, le marché, ils disent qu'aujourd'hui, il fait 1 million et qu'en 2022, il fera 23 millions. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je sais pas, mais effectivement, alors là, l'attraction commerciale, mais utilisateurs inscrits, voilà, tu vois que ça augmente énormément. Depuis mars, ils en avaient 18 000, 40 000. Là, ils sont arrivés en juillet à 100 000, en août 120 000, et donc vraiment, ils ont une communauté qui s'intéresse énormément à ça. Ils estiment avoir 1,7 million d'utilisateurs fin 2019. Donc, le marché, effectivement, augmente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est un marché en croissance intéressant. Cela dit, je mets également un point négatif. Pourquoi? Parce que j'ai un peu peur que ce soit seulement un effet de mode.
Alors il y aura, comme tous les effets de mode, il y aura, même si plus tard ça se stabilise, il y aura toujours des gens qui sont des espèces de hardcore gamers qui continuent à fond, mais il se peut qu'il y ait une grosse partie de la population qui joue un petit peu à ça pendant quelques semaines, quelques mois, et qui au bout d'un moment se lasse. Et moi, à titre personnel, quand Flashbreak est sorti, c'était les premiers à sortir en France, hein, Flashbreak, cette application-là, qui est la même chose. Au début, je jouais parce que je trouvais ça rigolo. J'ai joué pendant quelques semaines, ça me faisait marrer, je tentais de gagner, j'allais de plus en plus loin, etc., etc. Et puis assez vite, je m'en suis lassé, j'avais pas que ça à faire, j'ai quitté. En plus, il faut le faire en direct, si t'es pas là pile à 19h, tu rates le truc. Donc moi j'avais mieux à faire à 19h, en général j'étais encore en train de bosser, etc. Donc je me suis assez vite lassé. Kidol, il me semble que eux c'est à 20h30, ce qui est un peu plus malin que 19h. Donc bon, ça peut changer, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même peut-être un petit peu un effet de mode. Et c'est pour cette raison que le marché, je mets un point positif dans un premier temps, mais je mets aussi un point négatif, parce que, voilà, est-ce que dans 2 ans, 3 ans, ça continuera à être aussi gros? J'en suis pas du tout sûr, j'en suis pas du tout persuadé. J'enchaîne avec l'équipe. Alors je vais aller voir tout de suite. Là on a les 4 fondateurs. Donc on a Sergine Dupuis qui est la présidente. Donc ils ont revendu au groupe Havas, l'agence de communication Full Six, pour 70 millions d'euros. Donc assez chouette. Marco Tinelli a fondé Red Pill avec Sergine Dupuis en 2015. Donc ici il y a Marco Tinelli qui a fondé Red Pill avec Sergine Dupuis. Et Red Pill, c'est une structure de création, d'accompagnement, de financement des startups comptant 6 projets, dont Bibos et un projet en partenariat avec le groupe Casino. C'est un startup studio. Et au sein de leur propre startup studio, ils ont créé Kidol, dont ils sont eux-mêmes les fondateurs et actionnaires. Donc, dont Sergine Dupuis est la présidente. Donc, ancienne directrice exécutive chez Full Six. Sergine a ensuite dirigé pendant 4 ans l'agence parisienne de Mindshare, un groupe média international de 35 milliards. Hein, c'est des MDR, c'est milliards de CA en 2017. Pas mal. Et elle a plus de 15 ans d'expérience dans les métiers de la communication et du marketing digital. Et on a son LinkedIn. Donc, clairement, des gens expérimentés qui savent ce qu'ils font, qui ont déjà monté des boîtes. Elle est managing director de Bibos, elle est fondatrice de Red Pill. Elle a donc revendu sa boîte Full Six à machin là, je sais plus qui, c'était écrit. À qui elle a revendu sa boîte à Havas, donc voilà, quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est vraiment top. Vraiment quelqu'un qui est super expérimenté à la tête de ça. Ensuite on a Marco Tinelli, il est juste là, donc lui qui est toujours CEO chez Red Pill. Alors quel rôle il a exactement là-dedans, bah on sait pas exactement, mais bon il voulait quand même nous parler de lui. Oui, il est quand même mis qu'il était chez Kidol, cofondateur, d'accord, CEO de Red Pill, donc pareil, super expérience. Et ensuite on a Manon et Jérôme. Alors Manon, directrice d'opération, ancienne étudiante de l'ESCP, elle a travaillé chez Image 7, première agence de communication indépendante française, et chez Fred et Farid, qui est une super agence que tu connais peut-être, qui est très connue et réputée. Voyons voir le LinkedIn de Manon, donc directrice des opérations. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Elle était chez Red Pill à nouveau, chez Fred et Farid, d'accord. Donc pas d'expérience entrepreneuriale, mais elle sort de l'ESCP, donc c'est bien sûr une bonne école que moi je trouve, enfin qui a bonne réputation. Et Jérôme, directeur technique, diplômé de l'EPITA, c'est très bon pour les directeurs techniques, j'adore quand ils sortent de l'EPITA ou de l'EPITech, c'est des bonnes écoles. Il a travaillé pendant 8 ans chez Bouygues Télécom, était directeur technique CTO de 2 startups avant Kidol, donc une expérience en startup qui est quelque chose que moi, auquel je donne vraiment de la valeur. On va aller voir quelles sont ces startups. Il était CTO à nouveau de Bibos et de Xtundev, donc pendant 2 ans et pendant 1 an. On va essayer d'aller voir ce que c'est que Xtundev. Équipe de développement, full stack, agile, passionné dédié à la réalisation de vos projets techniques, une alternative aux organisations complexes pour elle. Donc c'était une agence de dev, en gros. D'accord, intéressant. Et le CTO de Bibos. Et donc Bibos, c'est une plateforme universelle de services à la demande dédiée aux entreprises socialement responsables. Ok, très bien. Donc l'équipe, pas de souci, point vraiment largement positif. Une équipe expérimentée, diverse, complémentaire, avec de l'expérience en start-up, et dont c'est pas la première création. C'est exactement ce que je recherche et ce que j'aime, donc là-dessus, pas de problème. Ensuite, le Unfair Advantage, on va essayer de le voir en dernier, il reste la monétisation et la marge. Alors, comment gagne-t-il de l'argent? Puisqu'il gagne de l'argent. Alors d'abord, est-ce qu'on a là une petite... est-ce qu'on a... c'est un spot télé, voilà, donc ça ressemble à ça sur un téléphone. Ils ont carrément fait de la pub, ça y est, donc voilà, qui a écrit allumer le feu. Ah bah d'accord, ça va très vite. C'est à 20h30, et voilà, 1000 € à gagner tous les jours à 20h30. Donc ça c'est le spot. Très bien, ils ont été chez Le Monde, chez machin. Comment gagnent-ils de l'argent? Alors, c'est la première question que je me suis posée. Et ils gagnent de l'argent, hein. Donc les parties jouées, ça augmente, traction commerciale, croissance moyenne. 80% du chiffre d'affaires provient actuellement des partenaires. Contrats de sponsoring et de licence en marque blanche de la technologie avec les groupes comme la Fnac, M6, RMC, Compte Nickel ou encore la Française des Jeux. Des contrats qui ont permis
à Kiddle de réaliser 530 000 € de chiffre d'affaires entre juillet et août 2018 et de sécuriser plus d'1 million sur un atterrissage prévu 1,3 million pour sa première année d'exercice. Avec un revenu B2B mensuel récurrent de 423K, Kiddle a su prouver l'efficacité de son modèle, un avantage majeur face à ses concurrents. Donc, relativement, une boîte qui, pour le coup, sait gagner de l'argent, et c'est déjà pas mal, puisque, bah, effectivement, c'est un peu la question qu'on peut se poser, ils offrent de l'argent gratuitement cadeau, est-ce qu'ils savent en gagner comment? Oui, ils savent en gagner, ils en gagnent même plutôt bien, puisque 1 million d'euros, c'est probablement relativement intéressant par rapport à leur marge. Donc la monétisation, il n'y a pas de souci, ils savent faire. Qu'en est-il de la marge? Eh bien, pour ça, on va essayer d'aller voir le dossier d'investissement avec, l'exécutif summary peut-être, ici qui a été téléchargé, voilà. Avec la marge, le revenu récurrent, modèle économique, chiffres clés. Alors, ils ont également des achats in-app. Voilà. Ils n'en parlent pas là, parce que c'est une toute petite partie de leur chiffre d'affaires. Mais ils ont 25% de marge opérationnelle grâce à la forte récurrence de la licence et des contrats de sponsoring. Voilà. Donc, les achats in-app, c'est 25% du CA. Les contrats de sponsoring et la marche blanche, c'est 75%. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est quand même les achats in-app. C'est là-dessus que le modèle devient périn. Ça représente quand même 25% du CA, donc c'est pas dégueu. Par contre, 25% de marge opérationnelle, pas énorme, mais c'est parce qu'ils se développent. Donc, je vais être un peu comme d'habitude. Hein, moi, tu sais, les marges, je suis très très exigeant. J'aime qu'elles soient au-dessus de 50%. Donc, 25% ici, mais encore une fois, parce qu'ils se développent rapidement. Donc, je pense qu'ils investissent beaucoup. Et donc, c'est probablement pas quelque chose qui va rester comme ça. Mais encore une fois, c'est aujourd'hui, moi, que j'investis. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai besoin d'avoir les chiffres. Et j'investis sur les chiffres d'aujourd'hui, pas sur les chiffres de demain. Quand je dis c'est aujourd'hui que j'investis, c'est aujourd'hui que je réfléchis à investir oui ou non. Et on fait cette réflexion ensemble. Je te dis pas que je suis en train d'investir, mais voilà, les chiffres futurs m'intéressent moins que les chiffres d'aujourd'hui quand je réfléchis à faire un investissement aujourd'hui. Ok. Il nous reste donc les deux critères les plus intéressants, enfin les plus intéressants. L'unfair advantage et la valorisation. Alors, on va essayer de commencer par l'unfair advantage. Comme d'habitude, je réponds à la question est-ce que, je sais que c'est eux qui vont gagner face aux autres, notamment face à HQ Trivia aux États-Unis qui peut très facilement se traduire en français, notamment face à Flashbreak qui est le concurrent également français. Comment vont-ils faire pour gagner la bataille? Est-ce qu'il n'en restera qu'un qu'à la fin? Et s'il n'en reste qu'un, est-ce que ce sera Kiddle? Et là-dessus, je t'avoue que une bonne équipe, c'est un premier point, c'est un point important. Ils ont une vraie bonne équipe complémentaire, ça leur donne un petit avantage. Ils ont une communauté active forte, ça leur donne un deuxième avantage du fait de, si tu veux toi demain commencer à faire la même chose, eh bien, il va falloir que tu ailles toi recruter une communauté. Ils ont plus d'1 million, non, oui si c'est ça, plus de 120 000 utilisateurs, donc c'est quand même une vraie communauté qu'ils ont acquis probablement en payant de la publicité. Donc si toi tu pars demain, il va falloir que tu vas partir avec 0 utilisateur, tu vas partir avec tes copains, mais tu ne seras pas à 120 000 au jour 1. Et ils ont les partenariats, donc ça fait déjà deux choses, une équipe solide qui bosse, etc. Une communauté active, et ils ont les partenariats B2B avec la marque blanche, etc., qui leur permet également de rentrer de l'argent dans un premier temps. Donc je dirais que ils sont pas mal sur l'unfair advantage. C'est des petits unfair advantage. C'est-à-dire que c'est des trucs, tout ce qui est les unfair advantage en termes de, on a de l'avance sur la commercialisation, sur les partenariats, sur la communauté, c'est pas mal. C'est pas non plus le unfair advantage de la folie en disant on a un brevet, on est les seuls à pouvoir faire ça. La techno derrière, elle est hyper simple. En fait, par ailleurs, donc la techno elle est hyper simple à répliquer. N'importe qui veut créer une boîte, une application concurrente pour faire ça, il peut le faire. Et par ailleurs, la communauté, elle est pas non plus très très difficile à acquérir parce que, tout simplement, les joueurs, ils veulent aller et sur Flashbreak et sur Kiddle et sur une troisième boîte. Et donc, c'est à mon avis pas très cher d'acquérir cette communauté parce que, il suffit de mettre à une autre heure. Tu vois, Flashbreak c'est 19h, Kiddle c'est 20h30. Et toi, tu dis, moi je le fais à 22h. Et tous les joueurs de la première et de la deuxième application, ils viendront sûrement jouer sur la troisième. Donc voilà, l'unfair advantage, il n'est pas non plus extraordinaire. Et pareil pour les partenariats, ça reste que des partenariats, mais il y a plein de boîtes avec qui tu peux faire d'autres partenariats. Donc, je leur mets un truc mitigé, positif et négatif pour dire. Oui, il y a des choses de fait, oui, ils ont un petit peu d'avance, mais c'est pas non plus le truc impossible à imiter, il n'y a pas de brevet sur la technologie, etc. Voilà pour l'unfair advantage. On termine sur la valorisation que tu trouves dans le dossier d'investissement.
et que tu trouves ici dans la note d'opération. Tac, note d'opération, et tu vois ici une valorisation pré-monnaie à 3,6 millions d'euros. Alors je dois t'avouer que j'étais plutôt positivement surpris par cette valorisation, parce que je m'attendais à plus, étant donné l'équipe, étant donné le côté un peu sexy du projet grand public. Les projets comme ça grand public, médias, ça fait en général assez envie. C'est une équipe assez expérimentés, voire très expérimentés, et qui font pas mal de CA, qui font plus d'1 million de CA cette année. Et donc je pensais vraiment avoir une valo qui allait complètement éclater, une valo que j'aurais évidemment critiqué, que je me serais empressé de critiquer sur la vidéo. Je m'attendais à avoir une valo à 8 millions d'euros, 10 millions, 12 millions. D'ailleurs, surtout chez Anaxago, à nouveau, Anaxago, ils ont parfois tendance à pousser un petit peu la valo à la hausse, je trouve. C'est que mon avis personnel. Mais du coup, 3,6 millions, j'étais plutôt agréablement surpris. Je me suis dit non, c'est pas déconnant. C'est une valo correcte, élevée, mais pas par rapport à ce qu'ils ont fait, etc., par rapport au chiffre d'affaires, correct. Donc je mets un point vert pour la valo, enfin je mets un point positif. Ça me paraît tout à fait ok. Voilà donc pour l'ensemble de ces critères. Je te le répète, si tu veux plus de détails sur comment j'analyse ces critères, tu peux les télécharger en description de cette vidéo. Par ailleurs, si tu veux savoir si du coup j'investis ou pas à titre personnel dans Kidol, eh bien je te donne rendez-vous dans mon club privé Léonis Investissement, dans mon club privé d'investissement en startup, dans lequel je partage toutes mes décisions d'investissement et dans lequel je propose des investissements qui ne sont pas sur les plateformes, qui sont des investissements en dehors, auxquels tu n'as pas accès si tu n'es pas membre du club, et dans lesquels je te propose d'investir et dans lesquels moi j'investis mon propre argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de Kidol, ce que tu penses de cette société. Est-ce que tu trouves intéressant d'investir dedans ou pas? Bien sûr, si tu es arrivé jusqu'ici, eh bien, je t'invite à me mettre un like pour me dire que tu as aimé la vidéo. Et bien sûr, surtout, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Tous les dimanches, j'analyse une startup en cours de levée de fonds. Et le reste de la semaine, je publie d'autres vidéos sur l'investissement, notamment sur l'investissement en startup et en crypto-monnaie essentiellement. Donc, bien sûr, abonne-toi. Et c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Tu peux regarder une vidéo suivante de moi au-dessus de ma tête pour patienter jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao.